Philippe Couture, je suis sur la commune de Rouffignac de Sigoulès. Donc on travaille en famille avec mon épouse et mes enfants. Donc on a 50 hectares de vignes, voilà. Et on vinifie ici. Donc les enfants, c'est la 5e génération. Bonjour. Bonjour, donc moi je m'appelle Teddy Couture et voilà, je reprends un petit peu avec ma sœur et mon frère l'exploitation familiale viticole qui se perpétue depuis 5 générations. Bon, il y avait mon père qui avait 15 hectares de vignes. Mon père avait repris l'exploitation, pas de ses parents, mais c'était sa marraine. Et à l'époque, il y avait 3 hectares de vignes, juste. Et avant elle, elle a épousé le vigneron qui avait déjà sur place. Là, voilà. C'était, c'était assez général à l'époque. Les viticulteurs avaient souvent quelques vaches. Donc on est sur l'appellation Montbazillac, là, ici. Donc on produit du Montbazillac, bien sûr, aussi. Et on produit des Bergerac, tout ce qui est rouge, rosé, blanc sec, moelleux. Et on fait partie des 5 communes de l'appellation. Parce que sur l'appellation Montbazillac, vous avez 5 communes qui produisent. Alors en fait, depuis 2017, c'est assez compliqué. Parce que c'est vrai, les aléas climatiques nous ont quand même souvent impactés, quoi. Ça a commencé à geler en 2017, voilà. 2018, on a fait une bonne récolte et après, on a eu des années un petit peu plus compliquées que d'autres, des années où il y a eu très peu de dégâts, mais d'autres années qui ont été plus difficiles au niveau récolte. L'année dernière, ça a été le milieu qui, comme ça avait été très pluvieux, qui nous a pas mal impacté, quoi, surtout dans les rouges. Là, on est en conversion bio, là. Conversion bio, et la première récolte sera en 2025. 2017, ça a été ça a été une année importante parce que c'est là où moi je me suis installé. Oui. Donc on s'est agrandi. Et puis sur les vignes que j'avais achetées, mais on a tout gelé. Ça devrait être un grand millésime, je pense. Il y a tout pour que ce soit un grand millésime. Maintenant, il ne s'est pas encore récolté. Tant que ce n'est pas dans les cuves, on ne peut pas dire. Mais il y a tout pour faire un grand millésime. Par contre, c'est vrai qu'il faudrait de l'eau pour faire grossir un peu les raisins, pour pouvoir faire un volume un peu plus important. Parce que s'il ne pleut pas, ça va impacter sur les volumes. Parce que c'est vrai que les raisins sont tout petits, les peaux sont très épaisses. Donc s'il ne pleut pas, il n'y aura pas beaucoup de pulpe dans les raisins. On a pris la décision de ne plus désherber sous le rang. Donc là, les vendanges 2025 seront certifiées en bio. On est en conversion depuis 3 ans. Moi, je suis Corinne Couture, je suis la maman de Teddy et la femme de Philippe. Voilà, et je suis sur la propriété depuis presque 40 ans. Philippe et moi, nous sommes la 4e génération. Et les enfants se sont installés, la 5e génération est en route depuis 2017. Voilà. Les changements nous, on était en culture raisonnée. Les changements sont les suivants. Les enfants ont décidé d'aller vers le bio. Donc, on s'est converti en bio et on sera certifié, là, cette récolte-ci, 2025. Voilà. Et sinon, c'est beaucoup de chance de travailler en famille. Bosselu, viticultrice, présidente de la cave de Sigoulès depuis 2019. Oh, j'ai des bêtises. Depuis 2019. Et bienvenue à la cave. Donc la cave de Sigoulès qui est sur la commune de Mescoul. C'est 45 adhérents pour 720 hectares de vignes en 2025. Et on vinifie de l'appellation Bergerac, Côte de Bergerac et IGP Périgord et AOC Saucignac pour environ maintenant 35 000 hectos annuels. Et mais comment on fait pour être présidente Un jour, on remplace son mari au conseil d'administration. Donc ça, c'était en 2012. Donc lui, il était administrateur depuis une dizaine d'années. Moi, je me suis installée en 2007 sur la ferme de mon mari et de mes beaux-parents. Je suis d'agriculteur et d'agricultrice. J'ai fait une formation plutôt agro-bio pour être enseignante. Et puis finalement, un jour, je suis tombée amoureuse de mon maître de stage et je suis jamais repartie. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré la cave de Sigoulès, puisqu'on est adhérents et nos grands-parents faisaient partie des fondateurs en 1939.
Voilà, et comment on fait? Donc on rentre au conseil d'administration et puis après il y a un ancien président qui s'appelle Philippe Alain qui un jour m'a regardé en souriant, qui m'a dit j'ai besoin d'une assistante sur un dossier, t'as qu'à venir avec moi. Et après j'ai été élue vice-présidente en 2016 et monsieur Alain souhaitait prendre sa retraite et du coup voilà, le conseil d'administration m'a choisi comme remplaçante. Donc là on est sur la partie réception, donc on a 2 énormes bennes de 10 tonnes chaque, enfin qui peuvent réceptionner 10 tonnes chacune. Donc à la saison il y a 2 grands portails qui sont fermés, à la saison ces portails s'ouvrent, les caissons et les camions reculent ou les tracteurs et les bennes reculent. La vendange tombe dans ce qu'on appelle des conquets de réception, donc qui sont équipés d'une vis sans fin. Cette vis sans fin va permettre d'acheminer le raisin soit en pressoir si c'est du blanc ou du rosé, soit en cuve si c'est du rouge. Et tout est commandé par la petite cabane qui se situe juste au-dessus, où en fait on a notre technicienne viticole et un saisonnier et une saisonnière qui gèrent en fait la rentrée du raisin. Donc on prend le poids, bien sûr, le degré, la parcelle et l'exploitation d'où ça provient, le cépage et l'appellation que ça doit devenir. Voilà, et après à partir de ça, c'est le début de la grande aventure du raisin. Ça n'appartient plus aux viticulteurs, oui. Ça appartient à la cave coopérative, donc nous on est en charge de vinifier et de le commercialiser. La cave de Sigoulès, comme les autres caves du territoire, nous sommes associés dans 2 structures coopératives, une qui s'appelle Unidor, qui est plutôt sur la partie embouteillage et puis commercialisation du vrac, et Couleurs d'Aquitaine, qui est là une structure de commercialisation pure et dure, dont je suis aussi la présidente, puisque c'est un président ou un administrateur de cave en tout cas qui est président de Couleurs d'Aquitaine. Donc là depuis l'année dernière c'est moi aussi. Et là pour le coup c'est un projet qui est porté par Couleurs, où en fait on a désalcoolisé du moelleux parce que c'est le meilleur profil à aujourd'hui. On a encore besoin de bosser sur les autres profils. Voilà. Et une gamme qui s'appelle Loi du Périgord, donc un vin qui est décliné, donc c'est des vins des caves, en partie de la cave de Sigoulès, qui s'appelle Loi du Périgord. Voilà. Là on tape complètement sur le terroir et sur l'idée de consommer plutôt local, etc. C'est une année de transition, l'année 2025. Jusqu'à l'année dernière, on avait entre 950 et 925 hectares de vignes à l'année à vinifier. Donc environ une 50 000 hectos à peu près, entre 40 et 50 000 hectos à peu près. L'arrachage ayant fait son boulot, malheureusement, les aléas climatiques aussi, le mildiou aussi. Cette année, on va se retrouver à vinifier en théorie plus ou moins 30 000 hectos. Voilà, avec un poste important qui était celui du responsable technique qui est parti à la retraite fin juin, qui n'a pas été renouvelé par choix parce que voilà, économiquement aussi on a aussi besoin de faire des économies pour pérenniser la structure. Donc on est sur une année où on n'a jamais autant vinifié si peu d'hectares, ça c'est sûr, et avec une organisation d'équipe complètement différente à ce qui se fait depuis 30 ans. Ah, ça c'est un grand sujet. On a 2 filles qui sont encore jeunes, mais bon, l'aînée est en cours d'orientation puisqu'elle a 14 ans, donc être agricultrice fait partie de ses projets. C'est vrai, bon, pourquoi pas, nous on n'est pas contre. Voilà, après l'investissement personnel qui est celui de sa maman au sein de la cave, elle le vit plutôt bien, parce que ça reste quand même les petites chouchoutes aussi, les petites mascottes, mais voilà, elle le vit plutôt bien. Après ça c'est des trucs très très particuliers, et moi c'est à 15 ans on m'avait dit tu seras présidente de cave, j'aurais dit ouais bien sûr, toujours tu peux rigoler, et puis finalement une fois qu'on a les pieds dedans, on se prend un peu à tout ça, et oui c'est très prenant, c'est très passionnant, mais c'est quand même chouette de faire avancer du collectif et d'être la locomotive d'un groupe d'hommes et de femmes, d'être à la tête d'une entreprise qui est aussi un peu quand même un pilote dans l'économie locale, parce qu'on fait quand même vivre des familles, que ce soit la cave en elle-même, on investit, on entretient, on achète des choses, on vend des choses. Nos adhérents aussi, c'est des familles qui consomment, nos salariés, c'est des familles qui consomment, donc on fait partie aussi de l'économie locale, et ça c'est très important. Voilà. Après, la question de la transmission des exploitations agricoles, aujourd'hui, elle est hyper compliquée, hyper complexe et hyper délicate. Et bon, voilà, c'est difficile de dire est-ce qu'on aura une suite ou pas. Voilà. On a toujours des bonnes surprises. Des fois, il y a des exploitations, il y en a des mauvaises. Voilà. On fait tout, j'ai envie de dire, dans notre politique au quotidien et dans notre politique de conseil d'administration pour qu'ils aient l'envie de continuer. Ça, c'est un fait. Parce que, je ne l'ai pas dit en début d'interview, mais donc c'est nos grands-mères donc c'est nos grands-parents, mais comme la cave a été construite en 1938, il y a eu un gros aléa climatique, il n'y a pas eu de récolte, donc c'est les femmes qui ont apporté le raisin en 1939 parce que les hommes étaient partis à la guerre. Et il y avait ma grand-mère paternelle et la grand-mère paternelle de mon mari. Donc rien que pour ça, je suis très fière d'être la présidente de cette jolie cave coopérative.
Serge Gaziola, vigneron à Saucignac. Donc un parcours plutôt atypique puisque j'ai acheté mes premières vignes aux enchères en 1992. J'ai agrandi, j'ai déposé la marque Château Seigneurie-les-Tours et 5 ans plus tard, j'ai racheté la propriété de mes parents, le Château des Plaguettes, comme un étranger. Château Seigneurie-les-Tours, c'est mon bébé, c'est moi qui l'ai créé. Et Château des Plaguettes, c'était la propriété familiale. Donc tout ce qui est Château Seigneurie-les-Tours, on est sur le coteau, sur le caillou et sur le rocher. Tout ce qui est Château des Plaguettes, on est en pied de coteau, sur des sols un peu plus profonds. Dans l'idée, c'était de faire des vins plaisir dans la gamme Château des Plaguettes, des vins plus structurés, plus concentrés dans la gamme Seigneurie-les-Tours. Alors, sur les appellations, donc en Saucignac, liquoreux, et après, toutes les autres appellations sont rattachées à Bergerac, déclinées en Bergerac sec, avec 2 secs différents, un sur le fruit dans la gamme Château des Plaguettes, un concentré barriqué, un Sauvignon gris dans la gamme Seigneurie-les-Tours, un rosé dans la gamme Château Seigneurie-les-Tours, 3 rouges, un rouge sur le fruit en Château des Plaguettes, des rouges concentrés et barriqués dans la gamme Seigneurie-les-Tours, des petits moelleux, le vin plaisir en gamme Château des Plaguettes, et les Saucignac liquoreux sur les Saucignac. En Saucignac, on est une toute petite appellation qui demande qu'à être connue. Hein. Mais après, bon, il y a des gens qui sont orientés liquoreux, d'autres non. Après, bon, il faut faire goûter. Après, on est sur le même coteau versant nord que Montbazillac. On a les mêmes cépages, les mêmes façons de travailler, mais on a une typicité différente. J'ai compris tardivement qu'avec mon cher et tendre père, je ne m'entendrais pas. Donc là, de ce jour-là, j'ai acheté mes premières vignes aux enchères, j'ai agrandi et puis je suis parti. Voilà. Alors, j'ai fait un peu d'école de viticulture, après j'ai été salarié dans des diverses propriétés et accessoirement, je travaillais aussi la nuit en boîte de nuit dans ma jeunesse. Alors en permanent, il y en a un, il est devant vous. Voilà. Et après, je travaille avec du personnel occasionnel. J'ai travaillé avec la même famille pendant 10 ans. J'ai passé 10 ans de rêve avec 2 jeunes femmes, 2 sœurs, super adorables, un boulot de qualité, confiance totale. Famille de Portugais qui sont repartis au Portugal pour des raisons de santé des parents. Et donc j'ai perdu ma protégée, la plus jeune. Et là, pour le moment, j'ai toujours sa sœur aînée qui est toujours dans le village. Et j'ai le copain de la fille aînée qui travaille avec moi. Alors aujourd'hui, j'en ai un petit peu partout un petit peu, comme vous voulez. Saucignac, c'est un grand rectangle et je suis très très morcelé dans le village. J'étais monté au-delà de 43. J'ai restructuré énormément, c'est-à-dire que j'ai replanté avec beaucoup plus de pieds à l'hectare qu'il n'y avait avant. Et aujourd'hui, le physique lâchant, j'ai réduit aussi la surface et me consacrer à des parcelles les plus qualitatives. J'ai des voisins qui étaient en soif de surface, donc j'ai laissé partir ces parcelles-là. Et j'ai échangé des vieilles vignes contre un bout de pré avec des pins. C'est assez particulier comme chose. Le truc, c'est que c'est devant chez moi et ça permet de pousser un peu la limite des chiens du voisin. Comme je suis monté sur la colline, je me suis rapproché aussi des habitations. Aujourd'hui, j'ai les parcelles de vignes qui sont riveraines de l'école et de 39 maisons. C'est quand même pas rien. Donc depuis 8 ans, j'ai aussi investi dans un appareil de traitement confiné, auquel cas je fais des traitements face par face avec réduction et récupération de produits et antidérives. Et vis-à-vis du voisinage, ça passe bien. Aujourd'hui, je pense qu'il faudrait être raisonnable et il y a des choses qui vont bien dans le bio, des choses qui vont bien dans le conventionnel, des choses qui vont bien dans les nouvelles méthodes, dans les anciennes méthodes. Il faudrait faire un cocktail et l'appliquer. Et arrêter de vouloir répondre à un cahier des charges qui est pour moi obsolète. Comme je dis à mes clients en souriant, je suis bien trop intelligent pour faire ce que je fais, mais comme je suis trop couillon pour faire autre chose, je continue. Donc ça fait sourire. Donc moi c'est Daniel Lenaour, je suis installé à la Grande Besace depuis 1994. Voilà, on était en GAEC avec mon père au début, et après mon frère est venu en 2000. Et ensuite, on a transformé le GAEC en ERL en 2006, je crois. Et donc, on était tous les 3. Après, mon père a pris sa retraite. Donc, il est resté associé non exploitant. Parce qu'il était tout d'abord président de la cave de Sigoulès, le temps qu'il était en activité. Et après, il est resté vice-président. Il est resté 12 ans président, je crois. Mais 7-8 ans vice-président. Et donc mon fils a acheté les parts dans la société, dans l'ERL, l'an dernier, en 2024, en février 2024. Donc il est installé, donc maintenant on est tous les 3 dans l'ERL. Mon frère, moi et mon fils. D'accord. Voilà.
avec l'installation de mon fils, il a créé un GFA avec sa sœur, qui est salariée sur l'exploitation. Et ils ont acheté tous les deux 13 hectares de vignes et 20 hectares de terre sur Flaujac. C'est la même commune maintenant, Sigoulès et Flaujac. Mais nous, ça fait un petit peu plus éloigné puisque c'est à 8 km d'ici. Et du coup, avec l'installation de mon fils, on a augmenté les surfaces de terre parce qu'on a eu plusieurs opportunités. Déjà l'achat de ces terres avec ces vignes et en plus d'autres locations là plus proches d'ici. Et donc on a augmenté les surfaces, et donc parce que mon fils est très penché céréales, on va dire. Et donc là maintenant on a 257 hectares en tout. Et donc ma fille est salariée aussi. Et mes neveux sont salariés pendant qu'ils sont en vacances. Et de temps en temps ils donnent un coup de main comme ça, voilà, je les déclare. Et voilà, ma belle-fille elle travaille au groupement départemental, au groupement de remplacement départemental. Et donc elle travaille pour 2 exploitations de Sigoulès, chez Bénédicte, et chez un autre éleveur de Sigoulès, et nous aussi. Donc nous, en théorie, elle vient une fois par semaine. Là, la semaine dernière, j'étais en vacances, donc elle est venue toute la semaine. Donc nous, à la cave, il y a un système qui est vieux maintenant. Donc pour la vente en bouteille, on met, on va dire, une couleur dans une même cuve et on obtient un château qu'on va appeler château. Ça n'a de château que le nom, hein, mais voilà, donc ça reste notre propriété. Et du coup, donc dans notre cas, c'est le château La Besage. Nous, les journées type, on va à la traite. En général, mon fils, il a travaillé la nuit, parce qu'il aime travailler la nuit, donc il ne se lève pas forcément de bonne heure. Et donc après la traite, on prend le petit-déj chez mamie. Là, il n'y avait pas mamie. Sinon, mamie, elle nous fait le café, elle prépare tout. Voilà. On fait le petit-déj. Donc là, il y avait mon fils, il y avait ma fille, ma belle-fille et mon frère. Et mon petit-neveu, donc lui le plus jeune, qui a 10 ans. Et après, j'ai un neveu qui a 17 ans et un autre qui a 20 ans. Donc celui qui a 20 ans, il vient d'avoir son BTS agricole. Voilà. Donc on fonce pour l'instant, mais... Heureusement qu'on a su garder les vaches et qu'au niveau des vaches et du lait, ça va bien. Donc on s'appuie là-dessus. Et malheureusement, en 2023, on a été beaucoup touché par le mildiou. En 2024, on a tout fait pour ne pas l'être. Donc on a fait une meilleure récolte. Et là, cette année, on est bien parti parce qu'il n'a pas gelé, rien du tout. Parce que sinon, depuis 2019, on a eu plusieurs gelées, même si nous, on n'était pas totalement gelés. On avait quand même une incidence à la fin, on a fait des petites récoltes depuis 2019. Ouais. Mes grands-parents, mes parents, toujours à être là pour nous et puis à nous inciter à faire ça quand même. Enfin, à nous inciter à aimer ça. Donc, je suis Fabien Castin, vigneron sur la commune de Cunège. J'ai repris la propriété familiale en 2008. C'est une propriété qui existe depuis 1898. Donc je suis la 5e génération, transmise de père en fils jusqu'à maintenant. Donc un petit peu de vigne, un petit peu de céréales, jusqu'à mon grand-père dans les années 50, où il a abandonné la polyculture pour se concentrer uniquement sur la viticulture. Donc à partir des années 55-60, il n'y avait plus que de la vigne au domaine de Moulins-Pouzy. La plus vieille parcelle doit avoir 90 ans. C'est une parcelle de Liquoreux sur la commune de Pomport. Ça fait partie de l'histoire de la propriété. Elle n'est pas aussi vieille que la propriété en elle-même, mais voilà, c'est une très vieille parcelle et on la garde parce que les raisins sont magnifiques dessus. Sur une parcelle qui est multicépage, parce qu'à l'époque, ils ne plantaient pas qu'un seul cépage par parcelle, donc c'est essentiellement du sémillon, mais dans un rang de sémillon, on va trouver de la muscadelle, on peut retrouver du sauvignon aussi, c'est assez particulier. Nous, on a sur les 60 hectares que comporte la propriété, on a 22 hectares en Montbazillac, sur la commune de Pomport, et des IGP Périgord. Donc, qui va se représenter entre des rouges, rosés, blancs secs et blancs moelleux. Bergerac et Montbazillac, et Côte de Bergerac pour les blancs moelleux. Alors, on était en bio jusqu'à l'année dernière. On y était depuis... L'intégralité de la propriété avait été convertie en bio en 2019, mais les aléas climatiques, et notamment la maladie qui nous a fait perdre quasiment 2 récoltes complètes en 2023 et 2024, nous a obligés de prendre une décision
qui est contre notre volonté et notre conviction d'être en bio. Mais à un moment donné, quand on n'y arrive pas, l'année dernière on a fait 24 traitements, c'est plus possible c'était pas possible pour nous de continuer le bio, donc on a arrêté, on s'est déconverti, on reste en HVE, haute valeur environnementale. Voilà, c'est la propriété dans la globalité qui a la certification. Je pense pas que ça soit mal perçu quand une propriété se déconvertit du bio, parce que quand on subit des grosses pertes, alors tous les bios ont été un peu impactés ces dernières années, certains beaucoup plus, d'autres un peu moins, parce qu'on parle de la maladie, mais aussi la grêle, le gel. Donc quand on cumule tous ces aléas climatiques et la maladie, un bio qui a pu produire correctement, on va dire, ces dernières années, il va pas mal juger une personne qui se déconvertit, parce qu'il connaît quand même la difficulté d'être en bio aujourd'hui. Alors cette année est une année un peu plus clémente pour les bios, ça, ils s'en sortent beaucoup mieux, mais voilà, ils traînent quand même derrière eux un manque de récolte certain, et en plus ils font face aussi à des méventes, parce qu'aujourd'hui les vins bio se vendent un peu moins bien que les vins dits conventionnels, de par le prix, qui est quand même un facteur assez important aujourd'hui. On parle de désalcoolisation. Moi, je ne suis pas forcément un grand fan de cette méthode-là, parce que si on désalcoolise, ça veut dire qu'on va travailler directement sur un produit fini. Je pense qu'il faudrait plutôt soit récolter un peu plus tôt, ou trouver peut-être d'autres méthodes pour avoir des moins de degrés d'alcool naturel dans les vins. Donc là, en ce moment, c'est le sans-alcool. Bon, ça prend une part de marché. Est-ce que ça va remplacer le vin dans sa globalité ? Je ne pense pas. Par contre, il va falloir que nos instances nous aident à trouver le moyen de ne pas appeler du vin si c'est un vin sans alcool. Parce que par définition, la vigne donne du raisin, et le raisin, par transformation et fermentation alcoolique, va donner du vin. Les racines de la vigne peuvent descendre à plusieurs mètres de profondeur. 7-8 mètres sans problème. On a eu tendance à effeuiller pour que les raisins voient plus le soleil, soient plus vite mûrs. Voilà, tout ça fait certainement que le degré d'alcool a augmenté. Il faut pas hésiter à venir pousser la porte des vignerons, parce que vous serez majoritairement bien accueillis, partager un moment d'échange à travers une dégustation de nos produits, et d'un partage de l'histoire et du patrimoine, donc de chaque vigneron et des exploitations sur lesquelles il travaille. Je m'appelle Flavie Cuisset, je suis vigneronne au Château des Essarts depuis 2015 maintenant. Je suis la 3e génération du domaine, donc je me suis installée avec mon père et mon oncle. Et mes grands-parents retraités travaillaient encore un petit peu sur l'exploitation pour donner le coup de main. Et donc depuis l'année dernière, nous avons été rejoints par mon conjoint Benoît, qui nous a rejoints sur la propriété. Mon oncle est parti à la retraite. Je me suis installée à l'âge de 22 ans et j'ai commencé à travailler sur la propriété en 2012. En fait, j'ai fait mes 2 ans d'apprentissage de BTS ici. Donc ça a été un peu la passation de flambeau entre mon grand-père, mon père et moi. J'ai eu beaucoup de transmission pendant ces années d'apprentissage. Ça a été l'occasion que mon grand-père et ma grand-mère m'apprennent beaucoup de choses sur l'organisation du travail, sur les aspects administratifs, sur le travail à la vigne et sur le travail au chai. Je faisais de la polyculture avant, donc vigne, canard gras, vaches et un peu de céréales. Quand mon père et mon oncle se sont installés, ils ont repris l'activité canard gras et vigne. Et en 89, ils ont eu une épidémie de choléra qui a tout dévasté. Donc ils ont arrêté l'atelier canard gras pour se concentrer sur la vigne. Et mon père s'est lancé vraiment sur la vigne et la production de vin. Donc mon grand-père faisait déjà pas mal de bouteilles, mais c'était le modèle un peu d'avant où il vendait beaucoup sur la France. Il prenait sa camionnette, il faisait des tours de livraison. Et mon père a développé l'export. Et donc, depuis, on fait 85% de ventes à l'export, qui est notre plus... Voilà, l'export, c'est vraiment notre dynamisme. Et ce que nous a transmis beaucoup mon grand-père, c'est le Sauvignon blanc, en fait. Nous, c'est notre cépage fétiche sur la propriété. Aujourd'hui, on en a plus de 30 hectares. C'est le cépage un peu familial, je dirais, parce que mon grand-père a toujours cru en ce cépage. Il a toujours dit que voilà, le Sauvignon blanc, c'était une valeur sûre. Et donc, on a beaucoup investi dessus. Et donc mon père a continué et moi je continue aussi, quoi. Et c'est vrai qu'on m'a toujours donné le goût au travail, alors sans me forcer,
Mais après le collège, je savais pas trop quoi faire, donc j'ai essayé l'école de viticulture. J'ai dit on verra bien si ça me plaît ou si ça me plaît pas. Et j'ai adoré en fait. Et ce que j'ai le plus adoré, c'est ici, ce que je me souviens, c'est les mercredis après-midi à travailler avec mes grands-parents, à faire de l'étiquetage beaucoup avec ma grand-mère, les livraisons avec mon grand-père. En fait, c'est vrai que la relation avec les grands-parents a vraiment pas mal pesé dans la transmission. Et puis après, mon père m'a toujours impliqué un peu dans les décisions. Même quand j'étais jeune, il m'a toujours montré les plantations de vignes, expliqué, mais on m'a jamais forcé par contre, jamais. Mais en fait, c'est vraiment la transmission de la passion, et c'est surtout apprécier de travailler en famille, quoi, et de développer et de perpétuer ce domaine. Mon conjoint, pareil, donc sur la partie viticole, aussi sur la partie chai, tout ce qui est mise en bouteille et tout ce qui est aussi gestion, parce qu'en fait, il arrive du milieu bancaire, donc il a fait une totale reconversion. Il était directeur de banque et il est devenu viticulteur. Il a passé son BTS viticulture œnologie. Il s'est formé. Et donc, du coup, voilà, il amène une autre vision, un autre dynamisme. Et moi, je suis un petit peu partout, je dirais. Beaucoup la gestion des commandes, la partie chai, tout ce qui est vinification, tous les travaux de chai qui se font au long de l'année. Et aussi, je suis dans les vignes pour la partie taille, parce que ça, c'est un élément très important de notre métier. Et après, je suis, dès que je peux, avec les équipes dans les vignes pour tout ce qui est travaux piétons viticoles. Ce que les gens viennent chercher chez nous, c'est toujours de la nouveauté. Donc, ça demande sans cesse de se réinventer. Donc, on a développé depuis 10 ans des cuvées avec un seul cépage, mais avec nos cépages locaux du Bergeracois. Et là, on a envie de partir un peu à l'aventure. Donc, chez nous, on s'est mis un gros challenge parce que le pinot noir, c'est une grande inconnue pour nous. Donc, on en a planté 1 hectare. C'est un cépage qui est très précoce, donc on vendangera sûrement en même temps que les sauvignons. Donc, c'est-à-dire faire du rouge en même temps que les blancs. Donc, nous, voilà, on le voit comme ça. Après, par rapport au changement climatique, ce qui nous a fait... Là où on a créé beaucoup de changements, c'est depuis 2017. Il y a eu un gros épisode de gel où nous, on a gelé sur 50% de la propriété, donc ce qui était gros, et pourtant on est en coteau et on n'est pas une zone quand même très très gélive. Et donc depuis, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui arrêtent la vigne, on a eu beaucoup d'opportunités foncières, c'est-à-dire de racheter des nouveaux endroits, des nouvelles parcelles qui ne gèlent pas. On est aussi créateur d'un festival qui s'appelle le Wine Stock Festival, qui est c'est un petit festival qu'on crée dans notre commune à Monestier, qui a lieu tous les ans fin avril. C'est un festival autour de la viticulture, et ça, nous, on a envie encore c'est une autre casquette, mais on a envie de plus développer encore ça, de s'investir là-dedans. Même si c'est de l'associatif, on s'éclate là-dedans. Thierry Doliac, je suis vigneron, donc c'est à Razac de Saucignac sur 15 hectares de vignes, c'est Château Le Peyral. Je suis en fait la 7e génération de vignerons. En fait, c'est un vignoble qu'on tient de génération en génération. Oui, alors voilà, il faut savoir aussi relativiser. Jusqu'à ce jour, en fait, il n'y a pas une région où on était hyper spécialisé, il n'y avait que de la viticulture. Tout le monde, en fait, faisait de la polyculture. Alors, il est vrai que la viticulture, forcément, a toujours été très présente, mais le 3/4 du temps, il y avait aussi forcément de l'élevage, quoi. Oui. Exactement, bien sûr. Et finalement, papa avait aussi des vignes, mais il avait aussi des vaches laitières. Alors, papa vinifiait, mais c'est vrai qu'il commercialisait finalement ce qu'on appelle en vrac, on négoce. Et c'est vrai que le système du négoce n'est pas forcément toujours un système, comment dirais-je, solide pour tout le monde et qui satisfait, quoi. Et ce qui va se passer, c'est que quand vraiment on veut développer, donc être autonome, ça veut dire développer ses propres marchés, donc développer la bouteille, développer aussi une gamme. C'est vrai que ça demande du coup une concentration aussi totale, hein. Je dirais aujourd'hui, chacun fait des métiers hyper pointus. L'expert comptable, il fait pas la vidange et en même temps, il va pas changer ses pneus, quoi. Donc il est expert comptable et vigneron, on peut être un super commercial, mais si le vin n'est pas bon, ça sert pas à grand chose. Inversement proportionnel. Enfin, c'est un ensemble de choses qui fait qu'en général, on devient hyper spécialisé, quoi. Alors, mais en même temps, être vigneron et être commerciaux, c'est 2 métiers, mais les 2 sont totalement complémentaires. Il est vrai que ce métier, en fait, est extrêmement large. C'est ce qui le rend aussi, je trouve, comment dirais-je, passionnant. C'est-à-dire que, d'abord, moi je me décris toujours comme un paysan. D'abord, tu es paysan, c'est-à-dire tu as un sol. Et aujourd'hui, avec en plus les phases dans lesquelles on est passé, la phase de la chimie, on a quand même relativement détérioré nos sols. Et nos sols ont besoin d'être vraiment avoir de la vitalité pour que la vigne par-dessus soit bien. Et donc ensuite, on est vigneron.
et ensuite on vinifie. Donc c'est vrai qu'on est vinificateur, c'est vrai que la commercialisation est hyper importante. En plus là-dedans, avec l'approche marketing, enfin c'est un ensemble de choses. Je veux dire, un vin mal positionné, c'est vrai qu'en fait on se sape en fait notre travail. Et derrière, et qui plus est quand on est en bio, l'approche mécanique est finalement hyper importante, et en même temps ça se gère, en même temps on a du personnel, donc c'est extrêmement complet. C'est-à-dire que c'est une entreprise, mais à une toute petite échelle. Donc en fait, il faut avoir un peu des compétences dans tous les niveaux. Et en même temps, la partie essentielle, c'est d'abord d'être paysan, quoi. Donc ça fait un métier fascinant. Tu vois ici c'est un plateau, donc c'est déjà très très argileux. Dès que c'est une petite pente, c'est déjà un peu plus sableux. Tu as des zones avec du silex, et du silex qui va donner de la réactivité. Donc en fait, par exemple, mon grand-père lui avait planté des blancs sur ces zones de silex. Moi j'ai récupéré des très vieilles vignes de blanc. Je me suis dit je vais faire des super liqueurs, puis finalement c'était pas intéressant. Et on a passé ça en rouge, et c'est mes plus beaux rouges. Et ce que je veux dire, c'est que dernièrement, les réflexions ont été autour justement d'un terroir où je me suis dit, là maintenant, il faut que je me mette à faire les vins à la mode, c'est-à-dire, les nouvelles tendances de consommation, c'est-à-dire ces rouges très légers, et que tu peux boire sortis du frigo, quoi. Et donc, ça a été le choix de l'endroit, le choix du cépage, et après la vinification qui va derrière. Mais ça veut dire que finalement ça s'inscrit quand même sur un temps long, c'est-à-dire la réflexion, le produit, tu plantes, tu commences à récolter 3 ans plus tard, tu commences à vinifier, tu commences à proposer, il s'écoule 4 ans, et en attendant le marché évolue, et quand le marché est mûr, il faut être là, quoi. On en a connu d'autres en viticulture, à peu près tous les 10 ans, à peu près 12 ans, on a une crise. Celle-ci par contre est très profonde, on l'avait pas connue aussi fort. Et en plus elle est très longue, et ce qui est gênant, c'est que ça fait un moment qu'elle est en place, et en plus ce qui est encore plus gênant, c'est qu'on n'en voit pas le bout du tunnel. Ça c'est gênant, donc on ne sait pas combien de temps il va falloir qu'on continue à tenir en faisant autant le dos rond. C'est le côté gênant. Mais par contre, quand le contexte géopolitique sera plus stable internationalement, c'est-à-dire que quand on n'aura pas un fou furieux aux États-Unis qui fait la pluie de beau temps, qui ne sait pas ce qu'il va faire demain, d'autres qui tapent en fait sur tout le monde, et qui fait des guerres. Quand ce contexte géopolitique sera stabilisé, les gens auront le moral, tout reviendra, et la consommation repartira, ça c'est incontestable. Mais ce ne sera pas le même système qu'on a connu avant. J'ai beau dire que je suis un paysan, je reste un chef d'entreprise. Donc nous sommes un chef d'entreprise, des chefs d'entreprise, c'est-à-dire c'est Isabelle et moi qui gérons la propriété. J'ai parlé de moi, ça vient de mon côté, mais Isabelle m'a rejoint très rapidement. C'est-à-dire moi je me suis installé en 92 en fait. Isabelle est arrivée en 93. Et c'est vrai qu'on gère vraiment la propriété à deux, et donc c'est une entreprise comme toute entreprise. Donc c'est vrai que la philosophie, c'est de pouvoir commercialiser nos vins par nous-mêmes, de passer en fait par entre guillemets des prescripteurs qui seront soit des grossistes, soit des cavistes, soit à l'export la même chose en fait, un grossiste qui lui va revendre à la restauration ou des choses comme ça, ou des très gros cavistes en Europe. Et le but c'est d'être réparti dans le plus de pays possible pour en fait absorber les secousses qu'il pourrait y avoir sur un pays bien spécifique. Il y a eu l'époque où on a connu les essais nucléaires à Mururoa avec Chirac. Je peux vous dire que ça nous a secoué, ne serait-ce que pour l'Angleterre, ça a secoué pour le Danemark. Voilà. Nous, on a juste 15 hectares de vignes. En gros, on est à l'échelle du monde. Notre propriété, c'est rien, quoi. C'est de l'infini décimal. Mais à l'autre bout du monde, en fait, tu peux aussi rencontrer des importateurs qui finalement partagent aussi ton idée, ta philosophie, ton état d'esprit, la manière aussi de voir le monde, et auquel cas tu peux te créer des connexions finalement dans le monde entier, et ça c'est chouette, et je trouve ça super agréable et hyper enrichissant. C'est que grâce à notre importateur à New York, on a eu un chouette article dans le New York Times il y a quelques temps, et de ce fait... c'est vrai que les journalistes se sont dit Château Le Peyral, ils vendent aux États-Unis, et donc quand il y a eu la secousse là, que nous a mis Trump, c'est vrai que TF1 te contacte. Alors au début tu trouves ça marrant, BFM te contacte, au début tu trouves ça marrant, mais à la fin quand il dit je vais mettre 200%, mais que tu sais qu'il sait pas ce qu'il va faire demain, tu rigoles, et puis tu leur dis écoutez, on verra bien, il faut déjà qu'il mette en place, mais le jour où il le met vraiment en place, les journalistes te recontactent, là c'est vrai que tu trouves ça un peu moins marrant.
À Tervieille, Pierre Morand-Monteil, avec ma femme Fleur, nous avons repris ce vignoble familial en 2020. Nous avons une trentaine d'années et nous sommes motivés à développer ce magnifique terroir familial. Ici à Tervieille, on est vigneron, on produit du raisin, on fait du vin et on le fait découvrir. Un vignoble sur lequel on travaille plusieurs cépages avec beaucoup de passion sur différents terroirs. Ces terroirs nous apportent une identité, une signature sur nos vins. Bien sûr, chaque année, la météo et le climat nous proposent des nouveaux challenges pour produire un millésime, un vin unique chaque année. Et nous, en tant que vignerons, acteurs de l'agriculture, on doit s'adapter à l'évolution du temps, du climat et du sol. Donc le vignoble de Tervieille, aujourd'hui, a la chance de s'étaler sur une quinzaine d'hectares, sur des hauts plateaux ferrugineux avec des argiles et des silex. Ce terroir est assez unique, c'est un terroir à la fois agricole, mais aussi un terroir qui a traversé les temps, de la préhistoire à aujourd'hui. Donc sur ce domaine, on a la chance de découvrir le silex. On en parlera un petit peu plus tard, le silex étant notre identité, notre histoire, puisque la préhistoire a façonné certains objets avec cette magnifique pierre, cette roche du silex qui a aidé l'homme à se développer et à créer et à bâtir. Le vignoble de Tervieille a été créé en 1989 par mes parents Jérôme et Dolores. Ce terroir était familial puisque mon grand-père originaire de Bergerac, puisque nous sommes une famille depuis de nombreuses générations implantées à Bergerac, mon grand-père a repris ce domaine agricole aux alentours de 1950 pour le rebâtir, le reconstruire et en faire un outil agricole. Les fermes périgourdines dans lesquelles nous sommes actuellement étaient en ruine en 1950 et petit à petit, mon grand-père puis mon père ont rebâti de leurs mains ces fermes, ces bâtiments. Puis mon père a décidé de créer un projet agricole et viticole puisque les premières parcelles de vignes ont été plantées en 1989. Ils ont commencé avec 2-3 hectares, mes parents, et aujourd'hui nous sommes à une quinzaine d'hectares. Ce vignoble a mis du temps à se développer, à s'implanter, puisque à chaque fois qu'on récolte un raisin, il faut en faire du vin, du bon vin, et ensuite le faire découvrir et trouver la clientèle. Aujourd'hui, on a un vignoble ancré sur le territoire du Bergeracois, du Périgord. Et chaque génération a un petit peu mis sa patte au développement de cette entreprise agricole. J'insiste sur le terme de l'entreprise agricole, puisque sur ce lieu, sur ce patrimoine agricole, il y a eu plusieurs challenges avec de l'élevage, des vaches limousines, des bêtes, des moutons, des chèvres, des chevaux. Il y a aussi eu des parcelles de maïs, de céréales de tout genre, des projets qui n'ont pas forcément abouti et petit à petit certaines parcelles se sont transformées en parcelles viticoles, mais nous avons gardé un esprit agricole très prenant, un esprit agricole très intense dans la famille, puisqu'encore aujourd'hui, nous aimons conserver l'entretien de l'ensemble de cette exploitation avec les foins pour nos voisins qui élèvent des chevaux. Nous continuons d'entretenir les prairies, la partie forestière et encore quelques parcelles de céréales, puisqu'il y a vraiment une volonté depuis toujours, depuis la création du vignoble, de garder un écosystème unique, un écosystème qui permettra à la vigne de se sentir bien, mais aussi
l'ensemble de la faune et de la flore environnante de se développer et de s'adapter à l'évolution du climat. Il faut que l'homme puisse travailler, il faut que l'homme puisse être un agriculteur, il puisse produire qualitativement, mais il faut aussi que l'homme respecte l'ensemble de sa biodiversité. Cette notion de biodiversité est très importante. Nous l'avons comprise depuis bien longtemps, puisque j'ai toujours vu mon grand-père puis mon père planter des arbres, replanter, restructurer. Depuis plus de 50 ans, des milliers et des milliers d'arbres ont été plantés, qui soient des arbres d'ornement ou bien des arbres des arbres à cultiver tels que des pommiers, des noyers. On a conservé les noyers, les châtaigneraies d'origine, qui sont aujourd'hui toujours en production, certes de petites quantités, mais cet écosystème est important puisqu'on arrive encore dans un cadre familial à produire nos propres crèmes de marron, huile de noix, puisque voilà, on essaie de conserver cette identité historique de ce qu'était l'agriculture il y a plus d'un siècle. Le lien commun à chacun de nos terroirs, c'est quand même le silex qu'on retrouve absolument partout. Et ce silex, il n'est pas que dans la vigne, il a aidé l'homme à bâtir. Il a aidé l'homme à se protéger, il a aidé l'homme l'homme s'en est servi du moins pour fabriquer des murets, des enclos pour les animaux. On le retrouve aussi dans le bâti périgourdin, puisqu'on utilise la pierre des champs pour construire dans n'importe quelle région de France ou du monde. On ne court pas le département pour aller chercher des pierres comme on le fait aujourd'hui au XXIe siècle. Autrefois, on se servait dans les champs. Et si vous venez à Terre-Vieille, vous allez pouvoir découvrir ces pierres, ces façades absolument exceptionnelles. Il suffit de le toucher, de le comprendre pour comprendre, pour se plonger un petit peu dans l'histoire. Et le silex, voilà, est là pour notre vignoble, il est là pour nous, il est là pour l'homme, et il sera là après nous. Donc il faut le respecter. Je suis Isabelle Lavaux, gérante de la SCEA Lavaux. Je m'occupe de toute la partie administrative, comptable, sur le domaine. Voilà. Je vais donner un petit coup de main dans les vignes quand il y a besoin aussi. Donc assez polyvalente finalement. Sébastien Lavaux, co-gérant avec Isabelle sur le domaine, sur le tracteur, un peu dans les vignes, un peu partout, polyvalence, voilà. Voilà. Je suis Julie Delors, responsable communication. Je fais aussi tout ce qui est comptabilité que Isabelle commence à m'apprendre, tout ce qui est documentation et choses comme ça. Et quand il y a besoin, je vais aussi donner un petit coup de main dans les vignes. Je suis Théophile Lavaux. Je m'occupe de tout ce qui est partie vigne et partie chai, ainsi que la commercialisation. Et ça a commencé les arpettes il y a maintenant 10 ans. Donc sur Saint-Avis-Saint-Nazaire, avec une parcelle qui fait 40 arts. Et on a agrandi en 2016 du coup sur Gajac et Rouillac, on a commencé à replanter. Et maintenant on a 5 hectares sur Gajac et Rouillac. Nous sommes en vin de France, donc c'est sur Bergerac. Les vignes sont sur Bergerac, mais nous sommes en vin de France. Nous faisons du blanc, du rosé et du rouge. On est donc sur l'appellation Bergerac et donc Saucignac. Nous sommes en limite très proche du Mont Bazillac. Et en 2025, on va tenter de faire un petit Saucignac et aussi de faire l'appellation Bergerac, Côte de Bergerac, en rouge, où on est en train d'effeuiller voilà, pour cet été 2025 qui s'annonce très bien pour l'instant. Pourquoi les arpettes ? Parce que nous, on ne vient pas du tout du milieu viticole, enfin moi si un petit peu, mais
parents, grands-parents, arrière-grands-parents étaient vignerons, donc je connais un petit peu le métier. Mais les arpettes, parce que quand on a repris tous les deux, c'était vraiment, on ne connaissait pas grand-chose, c'était vraiment une aventure. Et les arpettes, c'est un terme qui veut dire apprenti. Voilà, donc on a appris vraiment sur le tas, vraiment. Donc voilà, pourquoi les arpettes. Puis finalement, même 10 ans après, on a gardé ce terme-là parce que. On apprend tous les jours, je pense. Ça nous correspond. Et on apprendra tous les jours, jusqu'à la fin. Oui. Moi, effectivement, j'avais un petit peu un pied déjà dans le domaine, dans la viticulture, parce que donc mon arrière-grand-père avait des vignes à Saint-Émilion, et Montagne-Saint-Émilion. Et donc mes grands-parents travaillaient, que ma mère a travaillé. J'allais lui donner un coup de main l'été pour l'aider dans les vignes. J'ai passé tous mes étés. Et du coup, on a repris la propriété à Montagne en 2014 avec Sébastien, qui c'est lui aussi qui m'a encouragée. Je ne sais pas si toute seule j'aurais repris. Mais... Alors, on a commencé avec 2,5 hectares. Et en 2020, on a agrandi, on est maintenant à 8 hectares. Et parce qu'on a repris des vignes de famille aussi, on a reconstitué le domaine familial en fait. Voilà, qui avait été séparé lors des partages, quoi, des successions. Voilà. Donc et on vinifie depuis 2020, en même temps qu'on a agrandi, il y a eu un chai qui est venu. Donc on vinifie Château La Fauconnerie donc depuis 2020. C'est parce que Théophile a décidé de faire ce métier-là. On ne l'a pas poussé. Il a décidé tout seul. Et voilà, et du coup, ça nous a... on s'est dit, il faut motiver pour agrandir. Et voilà, maintenant, il a de quoi s'amuser avec 8 hectares d'un côté et 5 hectares ici. Du coup, je voyais ma grand-mère aller travailler dans les vignes, je suis allé l'aider. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça quand même assez sympa de cultiver la vigne, de produire le raisin, de fabriquer le vin et après du coup de le vendre. Je trouve ça vraiment, c'est un métier où on voit vraiment plein de facettes qui est sympa. Mais c'est vrai que nous du coup, vu qu'on est en bio, niveau maladie, c'est quand même assez compliqué à contrôler. Parce que dès qu'il pleut, il faut aller retraiter. Cette année, niveau maladie, niveau pluie, ça a été quand même assez clément, donc on a pu gérer les maladies. Mais je pense qu'il y a quand même des travaux à faire en amont dans la vigne pour limiter les maladies. Donc, dès la taille, on peut commencer à laisser des plus grandes lattes pour ébourgeonner un bourgeon sur 2, pour éclaircir le pied quand ça va pousser. Faire de l'effeuillage, épamprage en tête pour éclaircir au niveau du pied, pour que la maladie ne s'installe pas. Isabelle m'apprend qu'à partir de cette année. Donc là, je commence à peu près à maîtriser. Bon, je fais encore quelques erreurs, mais c'est normal, il faut que j'apprenne. Et après, tout ce qui est communication, je commence à gérer tout. Je me fais des plannings de communication pour pouvoir poster la programmation, les choses comme ça. Après, tout ce qui est partie comptabilité et puis effectivement tout ce qui est paperasse, comme on dit, et en étant bio, tous les audits que l'on a régulièrement. Hier, elle m'a accompagnée, justement, on en a eu un à Montagne. Elle m'a accompagnée, justement, je voulais qu'elle voie comment ça se passait, et pour qu'elle puisse prendre la suite et qu'elle sache faire, qu'elle se débrouille. Nathalie Roche, du domaine de l'ancienne cure. J'ai eu 60 ans cette année. Donc, le domaine de l'ancienne cure, c'est 50 hectares de vignes. Ces vignes sont en culture biologique depuis 2012. Donc, le vin est bio parce qu'avant 2012, le vin était issu d'agriculture biologique. Donc, ce qui voulait dire que c'était un peu bizarre, ça, mais il n'y avait pas de continuité dans le chai. Donc, maintenant, c'est bien clair, le vin est bio depuis les années 2012. Donc, nous avons fait 3 ans de conversion.
puisqu'il faut 3 ans de conversion avant d'être bio. Mais quand même, nous, vu que nous passions toute notre propriété entièrement, les 50 hectares en bio, nous avions fait 2 ans auparavant, donc depuis 2007, pour essayer humainement et matériellement, voir si nous étions au point. Et donc en 2009, on a signé cet engagement et que depuis, nous respectons et nous sommes très contents et nous perdurons dans cette qualité. Voilà. Oui, les contraintes sont surtout par rapport au climat et surtout à la pluie. Ce que l'on craint le plus chez le vigneron, c'est la maladie, le mildiou. Donc il faut être protégé contre cette maladie. Et on a un système presque comme sur l'humain. Moi, je fais toujours le parallèle avec l'humain. Quand il pleut, on va se protéger, on va mettre un imperméable. Et la vigne, on va sulfater la vigne au plus proche de la pluie. Quand on sait donc, on va surveiller la pluviométrie, la météo, au plus proche, on va sulfater la vigne avec du soufre et du cuivre, avec des doses qui ne sont pas énormes, c'est des doses homéopathiques, mais après la pluie, il va falloir voir combien il est tombé. S'il est tombé 5 mm, c'est pas un problème, mais s'il est tombé 30, effectivement, on saura laver, quoi. C'est un produit de contact qui ne rentre pas dans la sève, donc voilà, il sera lavé. Et il faut surveiller les prochaines pluies. Et on recommencera surtout dans cette période de pousse au printemps, c'est le plus important. Là actuellement, c'est le mois de juillet, fin juillet même, maintenant, c'est grappe fermée, on surveille que, cette année 2025, si on en croit, on espère que les années en 5 nous ont été toujours favorables, que ça continue. On a subi l'année 23 qui a été terrible pour même les personnes âgées qui avaient 90 ans, on n'avait jamais vu ça, et même qu'on soit en bio ou en conventionnel, ça a été très compliqué, quoi. Une forte pression mildiou, et là c'est vrai que humainement c'est difficile à supporter, mais il ne faut pas se rater, quoi, il faut être là. Eh bien, comment on est là? Moi déjà je suis arrivée que je me suis mariée en 86, donc ça fait longtemps, et malheureusement mon mari est décédé il y a 3 ans et demi. Et j'ai repris derrière lui, je continue donc son œuvre, je dirais, parce que on n'arrive pas on a 50 hectares, il a commencé avec 6 hectares, mes beaux-parents étaient là bien sûr avant nous, mais ils étaient principalement, ils ont commencé comme coopérateurs, après ils ont pris une petite partie de leur récolte dans leur propre chai, ils ont monté leur propre chai, mais c'était bien plus petit. Donc mon mari a commencé avec 6 hectares, c'était une famille Roche. Mon beau-père, à l'époque, il n'y avait pas que de la vigne, il y avait des vaches. Notre stockage de bouteilles, là, c'était une grange. Moi, j'ai connu, quand je suis arrivée, les crèches, encore, il restait du foin, de la paille. Donc, mon mari s'est installé en 84. Donc, nous avons progressivement agrandi la propriété. Nous faisons de l'appellation Bergerac, Montbazillac et Pécharmant. Parce que là, Colombier fait partie des 5 communes où nous pouvons réaliser du Montbazillac. Le Pécharmant, lui, c'est est de Bergerac, et là, nous sommes situés sud de Bergerac, à l'embranchement sur la 21, à l'embranchement de la D14 qui va sur Issy-Jacques. Nous avons 17 hectares de rouge et 33 de blanc. Approximativement. Les cépages, ce sont les cépages en blanc. Nous avons muscadelle, sauvignon blanc, sauvignon gris, ondinque et chenin et sémillon. Après, au niveau des rouges, merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon et malbec. Je crois que je n'en ai pas oublié.
Domaine de l'ancienne cure. Alors le nom, l'ancienne cure, c'était mes beaux-parents qui avaient trouvé cette dénomination parce que la maison, c'est l'ancien presbytère du village. Je suis pas très loin, je suis née à Bergerac, mais j'ai vécu sur Issijac et je travaillais à l'époque dans une pharmacie et après, bon, j'ai eu mes enfants, j'ai une fille, une première en 87 et après, donc, on a décidé de développer la vente à la propriété au quotidien, donc du coup, j'ai arrêté et puis je suis venue m'occuper de la vente. J'ai une fille donc, qui est née en 87 et qui est kiné ostéo. Donc elle a son conjoint que nous avons, qui était professeur, qui était prof, mais qui est venu aussi sur la propriété chez nous il était prof de gestion de la faune et de la flore sauvage. Et du coup, après, ce qui l'intéressait, c'était d'être dans le milieu et milieu de la nature, quoi. Hein. Donc, il est venu travailler avec nous. Il faisait les deux. Après, mon mari leur a trouvé une propriété, donc ils sont sur Montbazillac et le domaine s'appelle Château Aubernas. Donc, il m'aide également un petit peu. Donc, ma fille et principalement sur son boulot, ils ont 2 enfants, donc ils ont pas mal de boulot aussi. Et j'ai un fils qui s'appelle, Julie, notre fille s'appelle Julie, et mon fils qui s'appelle Corentin, donc travaille principalement au niveau de la culture sur le domaine. Je m'appelle Estelle Lajoni, j'ai 31 ans. Je travaille dans la partie viticole depuis que j'ai depuis que je suis petite en fait. Et après, réellement, chez mes parents, ça fait depuis 10 ans que je travaille dans la partie viticole. J'ai fait mes études surtout dans la partie commerciale. Mais après, je me suis centrée vraiment sur le milieu viticole. Alors, j'ai fait dans un premier temps un BTS MUC, Management des unités commerciales, en alternance du coup chez mes parents. Et après, j'ai été à l'INSEC. Et à la base, ça vient surtout de mon grand-père qui a vraiment lancé cette entreprise-là. Après, ça vient de plusieurs générations, bien sûr. C'est-à-dire que depuis des générations, on travaille dans le milieu du vin. Mais la partie commerciale réelle, en fait, et dans le milieu viticole, c'est depuis réellement mon grand-père. En fait, avant, c'était plutôt de la multiculture. En fait, on faisait un peu tout. Donc, on fait Bergerac rouge, Bergerac sec, Bergerac rosé. On fait le Montbazillac, le Pécharmant, Côte de Bergerac moelleux et Côte de Bergerac rouge. C'est Château Pintouquet, Château Bellevue et Château Les Merles. Alors moi, en fait, du coup, effectivement, j'étais vraiment centrée là-dessus, mais je suis quand même quelqu'un qui aime beaucoup le travail polyvalent. Enfin, j'aime vraiment tout faire. Donc après, je vais aussi dans les vignes. Je m'occupe également. Là, je commence tout juste à apprendre la partie vinicole. Enfin, plutôt dans le chai, tout le travail viticole dans le chai. La vinification. Après, mon oncle, c'est lui qui est vinificateur en fait de la structure familiale. Donc c'est lui également qui m'apprend. Après, le château que j'ai acheté aujourd'hui, en fait, c'est surtout avec mon père le projet, voilà, et mon conjoint, qui lui n'est pas du tout dans le milieu. On a acheté avec mon conjoint il y a pas longtemps le domaine du Petit Paris, qui en fait était un domaine juste à côté de chez nous. On a vu l'opportunité venir. Moi, j'hésitais encore à m'installer. Et en fait, j'ai vraiment voulu mettre un peu ma marque et vraiment m'émanciper en fait dans ce milieu et sortir un peu également de la partie familiale pour vraiment m'ancrer un peu réellement dans le métier en fait, parce que c'est vrai que dans la partie familiale, j'étais vraiment centrée sur la partie commerciale, mais j'avais vraiment envie de tout faire. Et du coup, ça me permet vraiment de mettre un peu ma marque quoi, et de pouvoir faire mon vin et d'entretenir mon domaine. C'était une famille de plusieurs générations qui faisait du vin et c'est les jeunes qui ont voulu reprendre et ils ont repris, je crois, depuis il y a 5 ans. Et en fait, ils n'ont pas forcément trouvé de plaisir. Ils sont tombés également en plein dans le Covid. Commercialement, ça a été difficile pour eux. Ils ont gelé. Ils ont eu énormément de problèmes aussi en termes de climat.
Et ils étaient aussi au niveau du bio. Nous, on n'est plus dans le bio. On a arrêté au niveau du bio parce qu'aujourd'hui, c'est assez compliqué ce milieu-là, commercialement parlant et également en termes au niveau de la vinification, pas la vinification, mais surtout l'entretien des vignes et tout. C'est quand même un travail c'est pas un travail en plus, mais c'est vrai que quand on voit aujourd'hui comment c'est bonifié, comment le travail est rendu et qu'on voit qu'on n'arrive pas à vendre forcément ce produit. En tout cas, les marchés aujourd'hui sont un peu fermés. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai préféré moi me lancer plutôt dans la partie plutôt, le hors bio, quoi. Voilà. C'est assez. Et eux, du coup, effectivement, ils s'en sortaient pas vis-à-vis de ça, quoi. Et ils prenaient plus de plaisir. Ils étaient vraiment pas bien moralement. Et du coup, ils ont préféré vendre. Même si ça n'a pas été facile pour eux, parce que c'est arrêté, je me mets un peu à leur place, et arrêter du jour au lendemain arrêter cette rupture au niveau de la famille, c'est faire une rupture au niveau des générations, c'est pas facile de vendre en fait une entreprise familiale pour ça, quoi. Oui, par contre, le domaine du Petit Paris, la propriété s'appelle Domaine du Petit Paris. Et oui, parce que, mine de rien, c'est quand même un joli nom. Ça représente du coup la France et le savoir-faire français. Et du coup, c'est vrai que ce soit à l'étranger ou même... Paris, ça parle à tout le monde, en fait. Donc mine de rien, ça là-dessus, on compte le garder. Là, on est du coup sur essentiellement du Mont-Baziac, en grande majorité du Mont-Baziac, mais on a 3 hectares de rouge aussi. Et un peu, après, on va faire un peu de sec, un peu de rosé, mais essentiellement du Mont-Baziac et du rouge. Mon grand-père n'a pas arrêté. Et en fait, je pense que ce milieu-là, c'est des personnes qui n'arrêteront jamais, parce que je pense que si on les arrête... c'est les faire mourir, je pense, en fait, parce que vraiment, c'est leur passion. Comme on dit, en fait, c'est un métier passion, hein. Tous les viticulteurs diront ça. Et si on n'a pas la passion, on ne peut pas faire ce métier-là, c'est pas possible. Alors, sans alcool, j'ai été enceinte. Du coup, j'ai tenté les vins sans alcool. J'étais pas très attirée pour l'instant dessus, donc je pense que pour moi, il faut un peu d'avancer là-dessus et ça mérite de... Alors, je trouve les blancs, tout ce qui sont les blancs secs, blancs moelleux étaient bons, mais rouges, c'était assez spécial. Donc, je retrouvais pas, en fait. Ce qu'on a besoin, généralement, surtout pour moi qui est enceinte et qui est habituée à des vins avec alcool, j'avais besoin de retrouver vraiment le goût que je connaissais, en fait, avec alcool. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, il y a besoin... Et bien en fait, nous, on a également en fait pour projet, en fait, c'est aussi pour ça qu'on a racheté ce domaine-là, c'est qu'en fait, il y a une salle de réception et une maison où en gros on compte faire gîte et salle de réception pour mariage, anniversaire ou tout autre événement. Et en fait, du coup, on compte effectivement avoir du monde un peu dans ce vignoble et qu'on puisse faire découvrir ce vignoble grâce à des événements en fait de ce type-là. Alors Jean-Marc Piazzetta, je suis exploitant sur la commune de Ténac, viticulteur. Avec mon frère, nous sommes la 4e génération de viticulteurs sur la propriété. Mon arrière-grand-père est arrivé d'Italie en 1924. Donc du coup ils ont acheté une propriété à côté et ma grand-mère est arrivée sur la propriété Château-les-Brandeaux est arrivée un peu plus tard. Mais c'est-à-dire que mes grands-parents, ma grand-mère, donc ils ont polyculture élevage, donc avec de la vigne, des pruniers, des vaches, un peu de tout ce qu'il y avait à l'époque. Et après mon père a repris l'exploitation, l'a développé, a commencé la vente directe, le vin en bouteille. Et à sa retraite, nous avons repris le flambeau, entre frères. Okay. Donc moi, je suis sur la partie technique, c'est-à-dire vigne et chai. Et lui, il est dans toute la partie commercialisation. C'est entre guillemets le plus prestigieux, mais oui, on a eu tout un tas de médailles récompensant le travail effectué sur plusieurs années. Et le trophée du meilleur vigneron du vigneron de l'année en 2021 pour notre Bergerac Rouge 2020,
où là c'est une reconnaissance de nos pairs, quoi, de tous nos collègues, et qui est très gratifiant pour nous, quoi. On a toute la gamme, c'est-à-dire rosé, blanc sec, blanc moelleux, un peu de liquoreux, des bergerac, des rouges boisés. Et on est à cheval sur l'appellation Côte de Duras, parce qu'on a un pied sur chaque département, Lot-et-Garonne et Dordogne. Et depuis quelques années, on diversifie notre production en faisant des IGP Périgord. Donc on a planté des chardonnays en blanc. Et cette année, on va avoir la première production de Sangiovese, cépage italien, en rouge. Et l'année prochaine, on va aller sur du Vermentino, cépage blanc italien, et sur des petits Mansins et des Colombards, cépage blanc locaux. Enfin, ou plus de la Gascogne. Et bien, après une réflexion, comment on allait appeler notre festival, on a fait référence à Woodstock, et donc on a dit, on n'a que du vin, donc Winestock. La programmation musicale, c'est toute musique, beaucoup de bandas, et après les soirées, c'est on essaye de varier, de faire des musiques différentes, chaque soir et chaque année. L'année prochaine, on revient sur l'Italie, on va avoir un groupe de rock celtique italien on estime autour de 3000 personnes en moyenne, enfin sur l'ensemble du week-end, quoi. Sur la base, au départ, on a une foire au vin, donc avec entre 15 et 16 viticulteurs. Dans le futur, on a commencé déjà depuis 3 ans à planter des cépages italiens, dans le but de diversifier notre gamme, et puis en nous disant que le changement climatique est en marche, et que pourquoi pas planter des cépages italiens dans notre terroir bergeracois. C'est pour ça que cette année, on va voir les premiers résultats avec le Sangiovese, cépage rouge emblématique de la Toscane. Et dans un futur immédiat, c'est-à-dire je pense pour 2026, on va aller jusqu'au bout et on va planter normalement 2 hectares d'oliviers. C'est juste une idée comme ça qui a traversé l'esprit, parce qu'on va rester, je pense, sur notre cuvée origine, c'est-à-dire avec la tête de lion, emblème de Venise, et avec le nom origine, la cuvée origine, c'est-à-dire les origines italiennes. Oui, je suis Lambert Michel, ancien propriétaire du domaine de Montlon. On est dans l'appellation Montbazillac, au sein de l'appellation Bergerac. On a une propriété de 50 hectares environ, qui s'est agrandie un peu progressivement, qu'on a acheté progressivement. Éventuellement, cette propriété existe depuis 1896. C'est l'arrière-arrière-grand-mère qui était valet de chambre au château de Poutet à Imé qui a acheté cette propriété. Mais cette propriété comprenait Montlon ici et le Haut-Montlon de l'autre côté. C'était la même propriété. C'était les 2 frères après qui se sont partagés la propriété. On n'a rien à voir avec le domaine du Haut-Montlon. Maintenant, le Haut-Montlon est une entité indépendante. Les 2 frères ont eu chacun leur propriété. Et c'est comme ça que le Montlon s'est séparé en 2. Je suis Valérie, mais je ne travaille pas à la propriété. Je suis juste là ponctuellement, en fait, sur certains événements. Voilà. Donc, en fait, leur papa travaille, lui, à la propriété. Et donc, les enfants, ils sont nés dans la propriété. Et eux, ils s'installent actuellement sur la propriété. Tous les 2. Moi, c'est Elliot. Je suis le petit-fils de Michel. Et du coup, on est né sur la propriété. Et on s'est lancé dans des études de viticulture pour essayer de reprendre l'exploitation. Et là, on est motivé pour développer et expérimenter des choses sur le domaine. Moi, c'est Louis Lozano, du coup, petit enfant de Martine et Michel et fils de Valérie Lambert. J'ai fait le même parcours d'études que mon frère. On était ensemble dans la même classe. Alors, moi, j'ai fait un bac pro à Montagne-Saint-Émilion pour ensuite continuer sur un BTS Vitiono à Blanquefort. Et puis, on a arrêté
les études sur un BTS. Nous, on voudrait faire de la pluriculture, mais pour le moment, pour s'agrandir aux alentours, c'est un peu compliqué. Il faut trouver des terres, tout ça. Mais par la suite, on aurait voulu voir par exemple, c'est un exemple qui est pas forcément, mais avoir des vaches, des cochons, faire quelque chose d'autre pour se développer. Et si un jour la vigne s'arrête et on peut plus vivre de ça, et bien qu'on ait quelque chose d'autre pour pouvoir vivre. L'avenir est compliqué, c'est vrai, notamment sur les vignobles rouges, sur les cépages rouges. Mais Montbazillac est quand même une niche au niveau des liquoreux, qui est très, très petite par rapport à l'amplitude du monde. Et donc je pense qu'elle aura quand même toujours un peu sa place dans le monde. On ne pourra pas complètement soustraire les liquoreux de la consommation, je pense. C'est pas forcément... On sort des vins rouges de plus en plus alcoolisés, avec des pourcentages qui frôlent les 15,5. Donc les gens, en règle générale, préfèrent des rouges plus légers maintenant, moins tanniques. Donc ça va être compliqué de faire ça va être compliqué maintenant de faire des vins rouges pour la consommation actuelle. Et on récolte le raisin par traits successifs, qui fait qu'à un moment donné, le sucre est là naturellement dans le raisin. Mais dans les Bergerac rouges, il y a trop d'alcool, effectivement, pour atteindre une maturité qui permet que le raisin soit assez mature et l'alcool est présent aussi. L'appellation Montbazillac a dérivé pas mal vers les vignes larges, vers les vignes non palissées, et automatiquement, il y a eu une baisse de degré énorme, c'était compensé par du sucre. Alors que maintenant, toute la restructuration du vignoble a fait qu'on est revenu vers des vignes étroites, vers des vignes avec des longueurs de latte beaucoup moins importantes. Okay. Et ce qui fait que le degré a augmenté aussi. Il y a le réchauffement climatique, mais il y a la conduite du vignoble aussi, qui a fait que le vignoble, la qualité du produit est revenue à un niveau nettement supérieur à une certaine époque. Montbazillac a connu des heures qui n'étaient pas très glorieuses. Le vignoble est tout en bio actuellement. On n'utilise pas de produits de synthèse à la vigne. Et ceux qui sont autorisés, on a des proportions plus petites par rapport au conventionnel. Par exemple, le soufre, on a des doses plus restrictives qu'en conventionnel. La grand-mère de Montlon. Tu es né où? Mes parents étaient viticulteurs à Pécany, une propriété qui est sur Pomport aussi. Donc il y avait une propriété sur Pomport qui a été rattachée au domaine de Montlon. C'est exact? Quoi? Bon, c'est bon, je vous en mets pas plus.